Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman-Lévy, présentent Mort à la Fenice, de Donna Leone, interprété par Renaud Bertin. La troisième sonnerie annonçant la reprise imminente de la représentation retentit discrètement dans les foyers et les bars de la Fenice. Les gens éteignirent leurs cigarettes, vidèrent leurs verres, interrompirent leur conversation et commencèrent à refluer vers la salle, brillamment éclairée pendant l'entr'acte. Le bourdonnement des voix se fit plus fort au fur et à mesure que les spectateurs reprenaient leur place. Un diamant lançait un éclair ici, une étole de vison s'ajustait sur une épaule nue là, une main chassait une poussière invisible d'un revers de satin ailleurs. Les balcons du haut se remplirent les premiers, puis ce fut le tour de l'orchestre et enfin des 3 rangées de loges. Les lumières baissèrent, l'obscurité se fit et la tension qui précède toute représentation monta pendant que le public attendait le retour du chef d'orchestre. Le brouhaha s'apaisa, les musiciens arrêtèrent de s'agiter sur leur siège et le silence général annonça que tout le monde était prêt pour le 3e et dernier acte. Ce temps mort se prolongea et devint rapidement pesant. Quelqu'un, au premier balcon, fut pris d'une quinte de toux. Un livre tomba, ou peut-être était-ce un sac à main. La porte donnant dans la fosse d'orchestre restait cependant toujours fermée. Les premiers à se remettre à parler furent les musiciens. Un second violon se pencha sur sa voisine et lui demanda quels étaient ses projets de vacances. Dans la 2e rangée, un bassoniste apprit à un oboïste que les soldes chez Benetton allaient commencer le lendemain. Les gens du premier rang, dans les loges, ceux qui voyaient le mieux les musiciens, ne tardèrent pas à se mettre à murmurer doucement à leur tour. Le public des balcons les imita bientôt, puis celui de l'orchestre, comme si les plus fortunés voulaient être les derniers à se laisser aller à ce genre de comportement. Au murmure succéda un brouhaha. Les minutes passèrent. Soudain, les plis du rideau en velours d'un vert profond s'écartèrent sur Amadeo Fassini, directeur artistique du théâtre, qui s'avança d'une démarche empruntée dans l'étroite ouverture. L'éclairagiste, au-dessus du 2e balcon, n'ayant aucune idée de ce qui se passait, décida de diriger un puissant rayon blanc sur l'homme au centre de la scène. Aveuglé, Fassini leva un bras pour se protéger les yeux. C'est le bras toujours levé, comme pour parer un coup, qu'il commença à parler. « Mesdames et messieurs » Puis il s'arrêta, adressant des gestes frénétiques de la main gauche au technicien, qui, comprenant son erreur, coupa le projecteur. Remis de sa cécité passagère, l'homme reprit son laïus. « Mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous informer que le maestro Wellauer n'est pas en mesure d'assurer la suite de la représentation. » Murmures et questions fusèrent dans le public. Des têtes se tournèrent dans des froissements de soie, mais il n'en poursuivit pas moins. « Le maestro Longhi va le remplacer. » Avant que la rumeur ne couvre sa voix, il ajouta d'un ton faussement calme « Et y a-t-il un médecin dans la salle ?» La question fut suivie d'un long silence, puis les gens se mirent à regarder autour d'eux qui allait se dévouer. Il s'écoula près d'1 minute. Une main s'éleva enfin, lentement, dans l'un des premiers rangs de l'orchestre, et une femme quitta son siège. Fassini fit signe à l'un des employés du théâtre, au fond de la salle, et le jeune homme en uniforme se précipita jusqu'à l'extrémité de la rangée, où l'attendait la femme. D'une voix souffreteuse, comme si c'était lui qui avait besoin de soins, Fassini reprit « Si vous voulez bien suivre ce jeune homme en coulisses, docteur. » Il eut un dernier regard pour la salle encore plongée dans l'obscurité, échoua dans sa tentative de sourire et y renonça. « Veuillez excuser, mesdames et messieurs, ce contretemps. La représentation va reprendre tout de suite. » Le directeur artistique se tourna, tripota le rideau,
incapable un instant de retrouver l'ouverture. Les mains d'une personne invisible les écartèrent derrière lui, et il disparut, se retrouvant dans la soupente misérable où Violetta allait bientôt mourir. Il entendit les timides applaudissements qui saluèrent l'arrivée du chef d'orchestre remplaçant lorsque ce dernier monta sur le podium. Chanteurs, choristes et machinistes se pressèrent tout autour de Fassini, aussi intrigués que le public, mais le manifestant bien plus bruyamment. Si sa position hiérarchique le protégeait en général de tout contact avec des membres de la troupe d'un rang aussi inférieur, le directeur ne pouvait maintenant les éviter, ni eux, ni leurs questions et leurs murmures. « Ce n'est rien », déclara-t-il sans s'adresser à personne en particulier, agitant les mains comme pour les chasser de la scène sur laquelle ils s'étaient rassemblés. On arrivait aux dernières mesures du prélude. Le rideau n'allait pas tarder à s'ouvrir sur la soirée de Violetta, pour l'instant assise, nerveuse, sur le chalit placé au centre du décor. La gesticulation de Fassini redoubla d'intensité et chanteurs et machinistes commencèrent à passer dans les coulisses où ils continuèrent à murmurer entre eux. Il gronda un « Silenzio » furibond et attendit de le voir produire son effet. Quand les rideaux commencèrent à s'écarter, il rejoignit précipitamment le chef de plateau à droite de la scène, à côté du médecin. Une femme de petite taille, à la chevelure sombre, se tenait juste en dessous d'un panneau « Interdiction de fumer », une cigarette non allumée à la main. « Bonsoir, docteur », dit Fassini en se forçant à sourire. Elle glissa la cigarette dans la poche de sa veste et lui serra la main. « De quoi s'agit-il » demanda-t-elle finalement, tandis que, derrière eux, Violetta commençait à lire la lettre de Germont père. Fassini se frotta vivement les mains, comme si ce geste pouvait l'aider à décider de la meilleure manière de répondre. « Le maestro Velauer a été... » commença-t-il, mais il ne trouva aucun moyen satisfaisant d'achever sa phrase. « Il est malade » s'impatienta le médecin. « Non, il n'est pas malade » dit Fassini de nouveau à court de mots. Il se remit à se frotter les mains. « Il vaudrait peut-être mieux que je le voie, non ? Est-il encore dans le théâtre ?» Comme Fassini paraissait toujours incapable de parler, elle reprit « L'a-t-on amené quelque part ?» La question mit fin à sa paralysie. « Non, il est dans sa loge. Dans ce cas, nous ferions mieux d'y aller, il me semble. »« Oui, bien sûr, docteur. » Il paraissait soulagé de cette suggestion. Il l'entraîna sur la droite. Ils passèrent à côté d'un piano à queue et d'une harpe dissimulée sous une housse vert sombre, avant de s'engager dans un corridor étroit. Il alla jusqu'au bout et s'arrêta devant une porte, devant laquelle se tenait un homme de haute taille. « Matteo, » commença-t-il, se tournant vers le médecin, « voici le docteur Zorzi, » dit-elle obligeamment. Pour des mondanités, le moment paraissait particulièrement mal choisi. À l'arrivée de son supérieur et de quelqu'un qui, lui disait-on, était médecin, Matteo, l'assistant du chef de plateau, fut trop heureux de s'écarter de la porte. Fassini passa devant lui, entr'ouvrit le battant, regarda par-dessus son épaule et laissa le médecin le précéder dans la petite pièce. La mort avait déformé les traits de l'homme qui se trouvait effondré dans un fauteuil, au milieu de la pièce. Son regard fixait le néant. Ses lèvres étaient retroussées sur une grimace féroce. Le corps était fortement incliné d'un côté, la tête renversée contre le dossier. Une traînée de liquide noir maculait le jabot empesé et brillant de sa chemise. Un instant, le médecin la prit pour du sang. Elle fit un pas de plus et sentit, plutôt qu'elle ne vit, qu'il s'agissait de café. L'arôme qui se confondait avec celui du café était également caractéristique, l'odeur acide d'amandes amères dont on parlait dans les livres. Elle avait une telle expérience de la mort qu'elle n'avait pas besoin de consulter le pouls, mais elle n'en plaça pas moins 2 doigts sous le menton relevé. Rien. La peau, cependant, était encore chaude. Elle s'écarta et regarda autour d'elle. Sur le sol devant lui gisait une soucoupe et la tasse à café d'où provenait la trace qui maculait sa chemise. Elle s'agenouilla et effleura la tasse du dos des doigts, mais elle était froide. Elle se leva et s'adressa aux 2 hommes qui se tenaient à côté de la porte, trop soulagés de la laisser se livrer à ses vérifications.
« Avez-vous appelé la police ?»« Oui, oui, » balbutia Fassini sans avoir vraiment écouté la question. « Monsieur, » reprit-elle en élevant la voix de manière à ce qu'il soit bien obligé de l'entendre, « je ne peux rien faire de plus. Ce problème relève de la police. L'avez-vous appelé ?»« Oui, » répéta-t-il sans cependant donner l'impression qu'il avait entendu ou compris ce qu'elle venait de dire. Il contemplait fixement le mort, essayant de mesurer l'horreur ou le caractère scandaleux de ce qu'il voyait. Abruptement, le médecin fonça vers la porte, bousculant l'homme au passage et sortit de la pièce. L'assistant chef de plateau la suivit. « Appelez la police !» lui ordonna-t-elle. L'assistant acquiesça, et une fois qu'il fut parti téléphoner, elle mit la main dans la poche, retrouva la cigarette qu'elle y avait laissée tomber, lui rendit sa forme et l'alluma. Puis elle aspira une grande bouffée et consulta sa montre. L'aiguille, la main gauche de Mickey, se tenait entre 10 et 11, la main droite juste sur 7. Elle s'adossa au mur et attendit l'arrivée de la police.